m'appelle Guy Bravo, donc. Je suis auteur de bande dessinée. Auteur, ça veut dire je fais mes histoires. C'est en fait Alors, commençons par le départ. Pourquoi je fais de la bande dessinée? Comment je suis arrivé à la bande dessinée? C'est très simple. C'est parce qu'en fait j'en ai toujours fait depuis ma tendre enfance. Mais pourquoi? Ce n'était pas pour dessiner, c'était pour raconter des histoires. C'est-à-dire que, sachant que c'est notre première écriture, avant de savoir écrire, on dessine. Et moi, ce qui me plaisait, en fait, parce que je voyais des bandes dessinées, que je voyais qu'une suite de dessins racontait quelque chose, moi, j'aimais raconter quelque chose avec une suite de dessins. Mais avec des dessins, évidemment, d'un enfant de 3 à 4 ans. Mais c'était mon écriture qui me servait à raconter ces histoires. Et j'ai développé ça pour amuser mes camarades, toujours un petit peu. Ça a toujours été la même idée, en fait, de faire passer la chose pour partager un rire. Et voilà. Et après, bien plus tard, j'ai compris que c'était un métier. Je n'avais pas pris conscience parce qu'évidemment, on m'avait jamais en fait encouragé à aller dans cette voie-là, parce qu'on a peur qu'en général les artistes meurent de faim. Et donc voilà, et il se trouve que quand j'ai eu, je crois que j'avais 17 ans, 18 ans, peut-être même, j'ai un copain qui m'a dit écoute, tu sais pas quoi faire, fais de la bande dessinée parce que tu ne fais que ça. Et puis finalement, je me disais effectivement que je n'arrive pas à trouver ma place dans ce monde. Je me dis, mais ça m'a apparu comme une évidence, quoi. Mais oui, mais bien sûr, il faut que je fasse de la bande dessinée. Donc voilà, et je me suis lancé à corps perdu dans ce métier. Et puis voilà, puis après, on trouve un éditeur. Et à travers ça, comme c'est un petit milieu, une fois qu'on a publié quelque chose, et surtout à l'époque, parce que là je parle il y a 25 ans, peut-être plus, peut-être 30, oui 30, oui. À partir de là, voilà, dès qu'on est intégré au milieu, ça va, on trouve toujours un éditeur. Voilà. Alors, en tout cas, à l'époque c'était comme ça. C'est peut-être moins simple aujourd'hui, je sais pas. Mais voilà. L'idée, c'est juste que j'avais fait ce premier Spirou il y a une dizaine d'années là. C'était une collection de one shot, donc j'avais pas du tout l'idée en fait de continuer. Ça donnait pas, j'avais pas envisagé de suite. Mais après, 10 ans après, peu après cette collection, ce postulat est parti du one shot, quoi. Il y a des auteurs qui sont bien à faire plusieurs albums, donc mon éditeur m'a dit si tu as encore quelque chose à dire sur ce personnage de Spirou, te gêne pas. J'ai mis ça un peu dans un coin de ma tête, et puis un jour je me suis dit, il y a peut-être une bonne histoire à raconter, parce que finalement le mien s'arrêtait quand la guerre débutait. Donc c'est l'éveil d'un enfant. J'éveillais Spirou au monde à travers en fait un personnage féminin, en fait, une petite amoureuse qu'il a. Et ensuite, je me suis dit, la guerre éclate, développe la construction d'un enfant au travers de ce trauma qu'est la guerre. Mais développe-le de manière objective, c'est-à-dire en fait, fais-lui vivre l'occupation, mais vraiment avec l'esprit de l'époque. C'est-à-dire en fait, quand je parle de l'esprit de l'époque, c'est plus précis, historiquement, sur les faits. C'est-à-dire en fait, là par exemple, cet album se passe en 1940. 1940, on n'est pas du tout sûr de l'issue en fait, du conflit. On pense plutôt même que l'Allemagne nazie va dominer l'Europe et qu'il va falloir trouver sa place là-dedans. Donc voilà, c'est surtout ça en fait, que j'ai voulu en fait, rappeler aux enfants d'aujourd'hui, parce que je pense que c'est un album qui s'adresse aussi, surtout aux enfants et à leurs parents et à leurs grands-parents. C'est un album à partager en famille, c'est intergénérationnel, c'est fait en fait pour poser des questions, mais pour rappeler un petit peu ce qu'était cette époque. Parce que je trouve que c'est très intéressant, puis au vu de ce qui se passe aujourd'hui, une espèce de relan nationaliste un petit peu partout, peut-être que les gens comprennent un petit peu ce que ça signifie. Voilà, on est quand même dans la bande dessinée, dans la fantaisie, et c'est la meilleure façon de faire passer en fait quelque chose de dramatique, c'est en désamorçant constamment les touches d'humour qui font te faire relativiser les choses, parce que c'est toujours ça. Moi je dis souvent qu'entre les pleurs et les rires, il n'y a pas grand chose en fait au niveau émotion, c'est un petit peu la même, passer vraiment de là. Et là, c'est un petit peu ça, c'est de dire la situation est dramatique,
mais ne dramatisons pas plus. Et essayons même de rire de la situation, rire du pire en fait, pour survivre, parce que c'est un effet en fait de défense. Et je pense que l'humour est un excellent outil pour tenir dans ce monde, même le monde d'aujourd'hui, hein, je parle du monde d'aujourd'hui. Et souvent en fait dans les pires situations, il y a eu énormément d'humour en fait. Par exemple, l'humour juif, ça existe, et ça vient aussi de cette oppression constante qu'ils ont, ils s'en dégagent ça, quoi. Les pires blagues, les Anglais qui ont même des séances d'humour pendant le Blitz, énormément de blagues. Bon, je pense que voilà, quoi, c'est un système de survie. Et autant rire, quoi. Et puis on peut, je pense, encore une fois, quand vous voyez en fait sans me comparer à lui, hein, bien sûr, mais Charlie Chaplin, moi, ça a toujours été c'est vrai que moi, il m'a appris énormément de choses. Enfant, je pouvais être très très ému et mourir de rire en même temps, quoi, quand je voyais ces films. Et ça m'a vraiment aussi beaucoup appris, quoi, de ce qu'on est et de notre sensibilité d'enfant. Moi, la définition de la ligne claire, c'est pas la définition esthétique du trait, c'est pas la définition graphique, c'est-à-dire en fait c'était Vermeulen qui a défini ça dans les années 80 en disant la ligne claire, voilà, c'est ce trait impeccable avec la plate couleur. Moi je suis plus dans la définition d'Hergé, qui pour lui la ligne claire, sachant que on disait que c'était un petit peu lui le créateur de la ligne claire, bien que lui avait ses références à Benjamin Rabier, tout ça, enfin bref. Et lui disait que pour lui, il acceptait cette définition si la clarté c'était la clarté de l'histoire. Et là je suis d'accord. Là, pour moi, elle est claire, ça veut dire qu'il faut que ça soit clair, les choses soient claires, l'histoire soit claire. Donc oui, dans ce sens, je suis d'accord, c'est ça, mais après, c'est vrai que ce côté assimilé au trait de cette époque, alors déjà c'est mon style, hein, ça fait longtemps que je l'ai adopté, pour une simple raison, hein, c'est parce que je trouve ça très efficace comme ligne graphique, mais c'est pas esthétique, efficace. Dans le sens où, avec peu de choses, on fait comprendre énormément de sentiments, et puis il y a une telle clarté, lisibilité en fait dans le dessin que c'est accessible à tout le monde, même à ceux qui ne lisent pas de bande dessinée, parce que je pense déjà que premièrement, tout le monde a au moins, je pense, ouvert un Tintin dans sa vie. Et puis deuxièmement, parce que voilà, c'est un style graphique qui demande pas énormément de concentration pour décrypter en fait le dessin. Si vous présentez un dessin complexe, un dessin très réaliste, assez complexe, une personne qui ne lit pas de dessin, elle va passer plus de temps à décrypter le dessin qu'à être dans l'histoire. Donc elle va sortir de l'histoire. Moi je trouve que voilà, cette ligne, c'est la ligne franco-belge, on va dire, de cette époque en tout cas, étant ça, puisqu'elle s'adressait à l'époque à des gens qui n'avaient pas l'habitude de lire des dessins. La bande dessinée naissait, donc il fallait que ce soit simple et en même temps très très efficace. Donc, et puis c'est ma culture, moi j'ai grandi avec ça, donc c'est pour ça que j'ai adopté, quoi. Donc voilà pourquoi j'utilise cette ligne. En fait, comme je disais, c'est une histoire. Donc c'est une histoire écrite dans 3 chapitres et une conclusion, ce qui fait 4 albums. Mais avant de me lancer, là c'est la mise au propre, avant de me lancer la mise au propre, tout a été écrit déjà, découpé, dessiné aussi. On peut la lire déjà, tous les dessins sont là, il y a toutes les expressions, les attitudes, le découpage, les dialogues, tout est là. J'ai plus qu'à passer au propre, à l'encre. J'ai fait ça sous forme de 3 chapitres et une conclusion. Ça donnait finalement l'éditeur qui faisant ça en plusieurs tomes parce que sinon ça aurait été un livre trop épais. Il aurait encore fallu attendre. Ça fait 6 ans que je suis dessus. Il me reste encore 2 ans de travail, donc il aurait fallu attendre encore 2 ans. Et puis ça aurait donné un objet, mais pas très pratique, trop lourd. Puis il y a énormément de choses, énormément de textes déjà. Il y a de quoi faire, quoi, déjà dans le premier. Donc ils se sont dit, allez, album, quoi, il faut que ça sorte, il faut que ça vive, il faut que les gens connaissent ça. Et voilà, que ça existe. Et voilà, quoi, c'est pour ça que. Mais c'est une histoire qui est déjà écrite. C'est ça. C'est pas du tout une série à suivre. C'est juste 3 chapitres et une conclusion. Et
pour en faire quelque chose de plus pratique, on va dire. Bah, il faudrait que ce soit une personne déjà qui me fascine complètement. Alors, je suis fasciné, je ne suis pas vraiment fasciné par l'espèce humaine en fait, puisque j'en suis un, je me connais ma nature, je passe mon temps à me comprendre, à chercher ce qui se passe au fond de moi, à tenir mes pulsions, en tout cas à faire de l'introspection. Alors j'ai déjà assez de boulot avec moi, alors je ne vois pas pourquoi j'irais dans la tête d'un autre en fait, alors que c'est exactement le même merdier et le même chantier. Donc voilà, en tout je pense que c'est ça. Et il y a, encore une fois, l'homme c'est pas un mystère. La preuve, il n'y a qu'à se regarder quoi. Donc